et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour un film exceptionnel, un film mythique, Ben-Hur, 1959, William Wyler, Charlton Heston. Un sacré programme. Le film, issu bien sûr du livre de Leigh Wallace, publié en 1880, Ben-Hur, Tale of the Christ. C'est un film avec, bien entendu, Charlton Heston, Stephen Boyd et Aya Hararit, entre autres. C'est un film qui a coûté 15 millions de dollars environ. Il en a rapporté entre 70 et 80 de l'époque, selon diverses sources. Ce n'est pas tellement clair, mais avec toutes les réexploitations du film, il a dû engranger bien plus. Il dure 3h34 de film, ça sent déjà l'épique, ça sent déjà la fresque. Et qu'est-ce qui se passe pendant 3h34 ? Eh bien, c'est un prince de Judée, Juda Ben-Hur, qui, suite à un accident vraiment malencontreux, eh bien, il est envoyé en galère. Et sa sœur et sa mère, il me semble, sont envoyés dans les cachots des Romains. Et face à l'impossibilité de changer son destin, eh bien, il va affronter celui qui n'a pas pu l'aider, Messala, à travers une rivalité qui va le faire survivre aux galères et qui va le faire confronter à Messala dans une course de chars. Et entre-temps, il fait la connaissance d'un petit homme, un petit homme de rien du tout, le Christ, qui va bien sûr l'ouvrir sur le chemin de la rédemption et de la remise en question de sa vengeance. C'est un film incroyable et comment pouvoir aborder ce monument du cinéma, je me suis beaucoup posé la question. Je vais faire un petit peu comme les autres fois, comme pour les autres critiques, mais ça va prendre de l'ampleur. Je ne sais pas combien de temps je vais être sur cet enregistrement. Je vais essayer aussi de me détacher un petit peu de l'impression que me donne le film, parce que pour moi, c'est un film qui a vraiment beaucoup bercé, certaines scènes ont vraiment beaucoup bercé mon enfance, et j'ai lancé ce film un soir, voilà, et c'était un grand moment de redécouverte. Ça faisait quasiment peut-être plus de 10 ans que je ne l'avais pas vu, donc pour moi ce fut un moment assez extraordinaire, et ce qui m'a donné envie en fait de refaire tout ce cycle sur Ben-Hur que vous avez là actuellement, c'est d'avoir revu ce film peut-être avec 10 ans d'écart par rapport à la dernière fois. Il ne s'agit pas, je pense, dans cette critique, de parler forcément de tout, de ces choses-là. Je vais parler aussi principalement de mon ressenti, de la narration, de la production, mais dans les grandes lignes. Je sais que autant, voilà, je peux vouer vraiment une grande admiration au film, mais je sais que les écrits les plus passionnants, les plus détaillés, ils sont anglo-saxons, et c'est pas forcément sur internet que je trouverai les choses les plus précises, les plus complètes. Donc je vais vraiment être dans les grandes lignes, mais je pense que ça vous suffira pour comprendre l'impression que le film m'a fait, et la dimension que ce film avait à l'époque, aussi bien dans son histoire que dans sa production. Ça va être compliqué de le résumer, en fait, l'impression que donne le film. On pourrait dire, si vous voulez, ça peut être très très simple, je peux dire, chef-d'œuvre, à voir au moins une fois dans sa vie, et voilà, la critique est terminée. Vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, je pense que ce film est un chef-d'œuvre. Mais je ne vais pas pouvoir vous parler de tout. Les détails sur les noms, les gens, tout ça, c'est légion dans ce film-là, parce que c'est un film qui date, donc il a des écrits dessus. Il y a des gens qui se sont vraiment posé la question du film. Mais je me suis bien aidé avec une tonne d'articles sur internet, le making-of du film Ben-Hur sur l'édition collector DVD du film, et bien sûr, vous vous en doutez, le livre de Kevin Brownlow, La Parade est passée, sorti en 1968, qui m'a beaucoup aidé sur la précision de certaines idées de production et le rapport que cette version entretient aussi avec la version de 1925. Je vais commencer avec une citation qui met tout le monde d'accord en fait. Une citation qui met déjà l'épique, la fresque à l'honneur. Elle est issue du DVD collector de Ben-Hur, il y a un petit livret avec ce DVD, et ce sont des propos de Clélia Cohen, qui a écrit pour les cahiers du cinéma à propos de Ben-Hur, grand récit épique mêlant le sacré et le profane, la Bible et la fiction,
la grandeur romaine, l'oppression du peuple juif et la naissance du christianisme avec le destin d'un homme pris entre les affres de la haine et les promesses de l'amour. Ben-Hur est l'aventure qui appelle la démesure. Voilà, le film se pose en ces termes-là. C'est un film épique, d'épée et de sandales, comme nous avons eu de magnifiques productions à cette époque-là, entre 50 et 60, Spartacus, la chute de l'Empire romain, le roi des rois, Quo Vadis, les 10 commandements, ce sont les plus connus, ce sont aussi ceux que j'ai vus, je peux en parler si besoin est. Ce sont des films aussi qui ont eu tendance à éclipser un petit peu d'autres films, peut-être moins forts, mais plus intéressants, peut-être aussi moins populaires, moins réussis au box-office, comme La Terre des Pharaons de Hawks, ou encore bien sûr le célèbre Cléopâtre, qui est plus célèbre pour son échec que pour autre chose, même si voilà, Cléopâtre a quand même beaucoup de qualité, il est surtout connu malheureusement comme un échec de production au box-office. L'ouverture vend déjà du rêve, musical bien sûr. Pendant 7 minutes, on a une ouverture musicale qui nous vante au son une grande épopée. On sent déjà l'épopée arriver avant de voir la moindre image du film. Cette ouverture a toujours été pour moi la promesse d'un grand film, quelle qu'elle soit. Que ça soit dans Autant n'emporte le vent, que ce soit chez David Lean, quand il fait cette ouverture au noir avec le thème de Laurence d'Arabie, pour moi l'ouverture a toujours été la mise en condition, la préparation de son spectateur à voir un spectacle de tous les instants. Aujourd'hui, bien sûr, ça ne se fait plus, mais à l'époque, pour moi, ça faisait partie véritablement d'un rituel. Quand on va en salle et qu'on se met en place, on se prépare à voir les premiers instants les premiers instants de salle qui sont généralement les bandes annonces de films, quelques publicités, mais bien sûr vues sur grand écran avec un son plus fort que d'habitude. Pour moi, ça fait partie un peu du même rituel, c'est un petit peu mon ouverture moderne, voir les bandes annonces de cinéma, comme à l'époque, maintenant il y a beaucoup plus de publicité, on a presque 30 minutes de publicité avant d'avoir le film, mais à l'époque c'était beaucoup plus court que ça, et les instants étaient vraiment de l'ordre du culte. On va voir dans notre lieu de culte un film et on a ces petits moments de préparation du spectateur, de mise en condition aussi sensorielle vis-à-vis de l'écran, vis-à-vis du son. Pour moi, l'ouverture, c'est tout ça. L'ouverture met en condition et ce n'est en aucun cas un moment où voilà, on peut aller au WC ou des choses comme ça. Pour moi, c'est déjà une mise en condition, c'est déjà une préparation, ça fait déjà partie du film puisque nous avons derrière une fresque mondialement connue qui est la création d'Adam de Michel-Ange, qui prend une partie importante qui est une fresque qu'on retrouve dans le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, et Dieu créa l'homme à son image, vous voyez ce que je veux dire. Ici nous avons aussi un rapport de l'Éternel aux simples créatures que sont les hommes dans le film, via justement cette figure de médiateur, presque on pourrait dire, avec Jésus. Et à ce moment-là, justement, c'est d'ailleurs fait partie des plus beaux moments du film, quand Ben-Hur rencontre Jésus. Pour moi, cette fresque est convoquée dans le film par un biais détourné de scénario, et c'est en cela aussi que le divin est convoqué dans le film, et je pense que c'est aussi pour cela que cette image et ce toucher, en fait, cette sensibilité nous est présentée dès le départ dans cette ouverture. C'est une ouverture qui nous vante aussi la grande histoire de l'homme, la grande histoire des sentiments humains, et en cela c'est des choses qui sont liées à Dieu, qui sont liées au divin. Si bien sûr les gens qui lisent la Bible sont beaucoup plus sensibles à ces thématiques, à cette fresque, à ce qu'elle veut signifier que moi, mais rien que dans mon rapport au film en tant que non-croyant, eh bien même cette idée, en fait, ce toucher, cette sensibilité me fait quelque chose, et ce n'est pas là par hasard quand même, c'est une image importante, il y a quelque chose derrière, donc il faut se questionner en fait sur le sens de ces images. Quelqu'un qui connaît très très bien la fresque pourra faire vraiment un travail précis d'interprétation, mais ce que je veux dire, c'est que déjà de base, dès la première image, en fait, on est saisi par quelque chose.
ces 7 premières minutes de l'ouverture. Le script fait 230 pages. C'est un script très très ambitieux. Le film s'attarde surtout sur le phénomène humain qui l'entoure et le met en valeur. C'est ce que je vous disais, la chute et la reconstruction de la vie d'un homme, Ben-Hur, avec ses rencontres, ses obstacles physiques, mais aussi psychologiques. Un epic journey, comme on dit dans les livres de scénario. Le film commence avec les rois mages qui viennent rencontrer le Christ. Et Charlton Heston, eh bien, il arrive qu'à la 20e minute, ce qui montre déjà la dimension plus grande que nature de ce film. Le film ne commence véritablement, puisqu'on va voir le film pour voir aussi de l'acteur, et qu'on voit Ben-Hur qui n'arrive qu'à la 20e minute, c'est-à-dire que littéralement l'intrigue du film de Ben-Hur commence qu'à la 20e minute, donc ça montre déjà qu'il y a une amplitude des choses qui sont tellement plus espacées, tellement plus large, un format beaucoup plus grand pour une salle de cinéma. C'est un film de cinéma pour le coup, parce que tout est démultiplié. La dimension de ce film est d'un autre acabit. Heston arrive à la 20e minute et commence son jeu, commence son histoire par des retrouvailles particulièrement touchantes, alors que c'est la première fois que nous voyons le personnage. Et c'est là, je trouve que le film déjoue déjà en fait nos attentes et prend déjà le devant sur de l'émotionnel. J'entends par là que souvent, on présente un personnage et après il va avoir une retrouvaille avec quelqu'un. Mais là, la rencontre avec le personnage, c'est aussi dans les retrouvailles. Et donc le cumul de la présentation se fait avec de l'émotion de base. Donc on montre déjà une sensibilité du personnage et un attachement qu'on met dès le départ avec Messala. Parce qu'il va bien sûr rencontrer son ami Romain qui nous est présenté avant lui. Donc c'est en même temps, et maintenant je pense encore une autre chose, c'est que en attendant 20 minutes que Heston arrive, eh bien on fait monter la tension, la révélation de l'acteur, donc on fait monter son charisme en fait, le charisme de sa révélation, de sa présentation, pour mettre en valeur l'apparition d'Heston et sa prestance en tant que personnage. Le film est très très bien écrit puisque nous retrouvons la structure classique de l'élément perturbateur qui ne vient qu'à la 45e minute. Toutes les lois scénaristiques de durée sont ici disproportionnées. Ce terrible accident amène à une terrible confusion. On a la séquence avec les Romains qui marchent dans la rue. La sœur de Ben-Hur est déjà en train de regarder et la tuile rouge déjà commence à se disloquer. On met en valeur le mouvement et le bruit des tuiles, déjà avant même qu'il y ait l'accident. Mais ce n'est pas encore le moment. Elle revient à sa place et là, les tuiles tombent. Une mise en place du suspense, une mise en place pour ceux qui connaissent le récit par le film qui a déjà été produit, la version de 25, la mise en place du suspense, la mise en place de l'accident est absolument incroyable et très classique. C'est-à-dire que c'est un film qui épouse vraiment les codes classiques d'une façon tellement pure, tellement théâtrale aussi. Moi, c'est là où je me retrouve un petit peu dans la version des 10 commandements de Cécile B2000, ces situations où les gens viennent et déclarent leur texte. Et donc, il y a très, très peu de choses qui sont purement et simplement cinématographiques dans le film, en tout cas dans un premier temps. C'est là où le cinémascope donne moins cette impression de théâtralité que pouvait le proposer Cécile B2000 dans son film des 10 commandements. C'est là où le film respire le cinéma par son cadre, pas forcément par son montage ou par sa mise en scène, mais vraiment par son cadre et ses décors. Nous avons, suite à cet accident terrible, la situation la plus injuste, le quiproquo qui amène une famille à être séparée. Ben-Hur ne peut même pas voir sa mère et sa sœur, il est complètement mis à l'écart, il est fait prisonnier par son meilleur ami. Et ça, c'est aussi quelque chose d'absolument terrible. Ce qui amène justement à un changement de valeur vis-à-vis de Messala. L'Empire romain est à la dérive, chose qu'on voit déjà dans la chute de l'Empire romain qui date de 1964. Je crois que même la chute de l'Empire romain est encore plus long que Ben-Hur. Je crois qu'il fait quasiment 4 heures. La scène qui s'ensuit, quand Ben-Hur est fait prisonnier, elle est très réussie. Ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais petit.
J'ai trouvé ça d'une telle injustice, le sens de la narration, le choix des situations. Le film est très long, donc on peut choisir un petit peu les scènes que nous souhaitons pour narrer l'avancée du personnage, mais cette scène est tellement puissante. L'idée que cet homme qui n'a absolument rien fait se retrouve traité comme le pire des criminels, c'est un des grands attraits du récit de Ben-Hur. Ici, bien sûr, est délivré avec du dialogue, alors que la version de 25 n'avait encore rien de tout ça. On ne pouvait pas être aussi précis dans les sentiments que traverse le personnage. Ici, c'est joué par un acteur formidable et c'est finalement travaillé dans des dialogues donc, qui permettent de donner plus de force à des situations complexes qui étaient difficilement narrées dans la version muette. Ici, on a quelque chose qui se déploie davantage devant nous, avec aussi des scènes qui sont pour le coup beaucoup plus fortes quand elles sont muettes. La scène avec Jésus. Alors là, on est sur un summum de sensibilité, d'émotion quand Ben-Hur se met au sol parce que le soleil lui tape sur la peau et il n'a pas d'eau. Et on l'entend dire Dieu, aide-moi. Mais il le supplie littéralement et on a ses mains qui arrivent du hors-champ, ses mains qui viennent toucher Ben-Hur, qui viennent lui toucher les doigts. On en revient à cette fresque de Michel-Ange de l'ouverture. Ben-Hur regarde ce hors-champ avec une ferveur, un tel charisme se dégage de ce hors-champ, un hors-champ charismatique, un hors-champ divin avec cette musique douce. Je vous ferai bien sûr une analyse de cette séquence-là, mais Heston lui touche la main avec une telle gratitude. Pour moi, c'est la plus belle séquence du film. Je devrais dire peut-être que c'est la scène la plus juste en fait de toutes les scènes du film. C'est une scène qui est tellement évidente, dans laquelle le personnage est traité avec tellement de respect. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se dégage dans cette séquence qui est sensationnelle et qui permettra de justifier la résistance et la détermination, parce que c'est un mot très important dans le film, la détermination du personnage quand il se retrouve aux galères. Alors, aux galères, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable parce que c'est très dur de voir la séquence dans sa cadence, son obstination de continuer en fait la séquence où on a cette musique entêtante où on voit les gens répéter ce mouvement, cette cadence infernale des tambours. On allonge presque artificiellement la séquence pour nous faire sentir la dureté de cette séquence de galère. Le film prend son temps aussi. Elle n'en finit pas cette séquence et on montre vraiment la volonté de ce personnage, jusqu'où peut aller le personnage d'Heston dans le film en résistant au regard de Arius. Il se confronte au regard de Quintus Arius. Pour moi, c'est aussi le grand intérêt de ces films, c'est d'allonger les séquences, de montrer que le film prend son temps pour déployer soit une mise en scène, soit justement une idée que la scène doit durer longtemps pour créer quelque chose chez le spectateur. Ici, les galères, c'est quand même un travail sur le physique, un travail sur la durée pour épuiser le corps, épuiser le spectateur. Donc c'est en cela que la séquence qui dure vachement longtemps est totalement justifiée. Les moments d'excitation dans le film ne sont pas si nombreux que cela, mais la séquence des galères fait partie d'un de ces moments. Le moment le plus important du film, c'est la scène la plus connue de probablement de toute l'histoire du cinéma américain, c'est la course de chars dans cette version-ci, une course de chars qui n'est pas du tout la fin du film, il reste encore 40 minutes après, car sa quête et ses conflits en tant que personnage principal à Ben-Hur ne sont pas terminés. Ici, il va vraiment se confronter à Messala, mais après, il doit encore retrouver sa sœur et sa mère et les délivrer du mal. Elles sont lépreuses, la sœur et la mère je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire à l'époque, lépreuse, et pourquoi ce film, après cette grande scène d'action, devait durer aussi longtemps. Il y a une sorte de longue agonie à la fin, après la scène des chars. Il faut s'accrocher, mais quand je l'ai revu, cette impression d'agonie s'est transformée en fascination pour le chemin qui reste à faire à Ben-Hur avant de trouver la paix, et en fait, avant d'être récompensé. On fait vraiment durer le film pour qu'on puisse, ressentir la durée de la diégèse, la durée de son périple. Ça peut être un peu risible
d'un point de vue contemporain, mais le film n'échappe pas à ces attitudes de l'époque. Vous savez, ces attitudes du patriarcat monumental, des hommes qui gouvernent le monde et qui dominent les femmes. Mais ici, Ben-Hur se fait un peu rattraper par sa fragilité vis-à-vis de Messala, sa fragilité vis-à-vis de sa situation de paria qui essaye de retrouver un pied dans le monde. Et cette fragilité nous est présentée dans les 40 dernières minutes du film. Où est le reste de sa famille et la violence en fait que ça lui provoque et la culpabilité finalement de ne pas avoir pu les sauver à temps avant qu'elles attrapent cette maladie. Je ne vais pas m'attaquer aux choses classiques, mais ils ne pouvaient pas faire ça ou avoir ça à l'époque ou c'est historiquement pas juste ou propagande religieuse, propagande juive. Bon, moi je laisse tout ça un peu sur le côté, je lâche du lest, surtout que je n'ai pas forcément des témoignages clairs sur est-ce que c'est historiquement juste, est-ce que ce serait pas de la propagande de quelque chose. Par contre, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'il y a eu une pression pour le côté religieux du film. Soucieux de ne pas choquer chrétiens et juifs, eh bien, il demanda le réalisateur la présence de représentants du Vatican et de la communauté juive pour tous les aspects religieux du film, notamment bien sûr le traitement de l'image du Christ, un traitement avec beaucoup de dignité. Il s'agit finalement du meilleur des hommes, donc on le voit de dos et les gens réagissent à lui, réagissent à ses actions, réagissent à sa présence. Et Wyler a fait le choix très simple de ne pas montrer le visage du Christ, par respect pour la figure et pour se rapprocher des préférences de Wallace. Mais il y a eu bien entendu une personne pour le rôle. C'est un film qui a une portée biblique clairement, avec la symbolique de l'eau. Dans la scène où Ben-Hur se fait laver le front par le Christ, on nettoie le corps et on nettoie l'esprit. Le film donne la foi, clairement. Il donne envie de croire en l'homme. Il donne envie de croire au meilleur de l'homme, à la bonté, à la rédemption, au dépassement de soi. C'est aussi un film sur la foi en Dieu. À la fin du film, on peut croire même en Dieu, par les miracles qu'il octroie via le sacrifice de son fils. Il y a peut-être pour certains un côté trop religieux, pour les plus athées d'entre nous. Mais voilà, encore une fois, comme le film de 1925, on a tendance à oublier que c'est Ben-Hur, A Tale of the Christ. Et c'est un film qui témoigne aussi du début du christianisme et comment ces enseignements ont inspiré les gens depuis le début à devenir meilleurs. Et dans le film, il y a presque deux passions, il y a celle du Christ et celle de Judas, qui se termine sur une sorte d'apothéose. À la fin du film, le miracle débarrasse la sœur et la mère de Ben-Hur de la lèpre. Le sang du Christ se mélange à la pluie et donne une force curative vis-à-vis de cette horrible maladie. Et la fin, bien sûr, les retrouvailles, surtout la joie de voir leur situation s'améliorer. C'est la dernière scène du film, la famille, la cellule familiale américaine aussi, parce que nous sommes aussi là pour nous projeter dans l'Amérique de l'époque. La cellule familiale est recomposée et ils peuvent vivre en paix. C'est bien sûr un moment très émotionnel pour les spectateurs. Les acteurs, eux, ont été scientifiquement et politiquement choisis. On propose un casting d'acteurs anglais pour jouer les Romains et les Juifs par des Américains, pour diviser les deux peuples. Les oppresseurs sont les Romains, ça renvoie aussi à l'histoire. Les Romains sont des aristocrates dans le film et Wyler allait utiliser leur accent dans cette optique. Bien sûr, c'est une grande tradition à l'époque de donner le rôle des méchants aux Anglais. Ça renvoie directement à l'histoire américaine. Mais voilà, ça manque peut-être un peu de nuance si on devait être méchant. Vous savez, le sans-scrupule méchant romain contre le noble prince juif qui aime sa famille et ses esclaves. Ce noble prince juif, il est joué par Charlton Heston. Ma première rencontre avec bien sûr l'île au trésor, vous le savez ceux qui suivent ma chaîne, mais c'est ma première grande rencontre avec cet acteur au sommet de sa gloire. C'est la méga star de l'époque, il est littéralement associé à l'épique. Alors que d'autres acteurs tout aussi importants se sont vus offrir le rôle de Ben-Hur. Rock Hudson, Paul Newman, Burt Lancaster, Kirk Douglas. Mais certains déclinèrent l'offre car ils étaient en désaccord avec la violence de l'histoire. Quant à Paul Newman, alors celui-là,
il refusa par coquetterie. Il disait qu'il prétendait ne pas avoir les jambes adéquates pour porter des costumes. C'est un argument peu convaincant. Gore Vidal, le scénariste, fut chargé par le studio de convaincre Newman de venir. Il avait fait un péplum, le calice d'argent, qui d'après le scénariste était mauvais comme tout. Un truc absolument horrible. Ils firent donc passer des auditions et des screen tests, très très rares à l'époque. Et clairement, cette idée de porter des jupes, clairement, je pense que ça a pu refroidir certains acteurs. Même récemment, je veux dire, quand on voit 3 ou même le choc des Titans, il y avait des acteurs qui avaient un peu de gêne à porter ce genre d'accoutrement, quoi. Heston, lui, semblait déjà être un candidat avec de l'avance sur les autres acteurs. Car je pense que sa performance avec le Moïse de 53, ça a pu l'aider, puisque Moïse et Ben-Hur ont cet appétit pour la liberté. Il libère sa servante Esther avec un beau cadeau de mariage, il se comporte d'une façon admirable avec ses servants, et donc les liens que nous pouvons faire entre Moïse et Ben-Hur sont plutôt faciles à faire, et donc pour les studios, pour la production, ça semblait évident, encore une fois, de prendre Charlton Heston pour le rôle de Ben-Hur. Avec plus de 30 semaines de tournage pour lui, un cachet, un salaire de 250 000 $ à l'époque. Le jeu de Ben-Hur, pour ce que je peux rapidement en dire, c'est que c'est un jeu tout aussi théâtral que la version de 53 de Moïse. C'est un jeu un petit peu exagéré. En fait, son jeu est si exagéré que l'œuvre est presque teintée de ton caricatural. Il s'agit de théâtre, d'un côté très shakespearien. Mais après, quand on voit le jeu, par exemple, de Hugh Griffiths, qui joue le Chic, qui joue le prince arabe, eh bien, on voit qu'on a une opposition qui rend du coup le jeu de Heston beaucoup moins caricatural qu'au départ. Donc il y a une remise en cause de notre façon de voir un jeu d'acteur de cette époque quand on fait exister au sein même d'un film 2 jeux qui sont très différents, beaucoup plus forts d'un côté, qui rend justement l'autre plus terne et du coup, pourrait-on dire, plus normal, plus normé, plus apte à se faire accepter par le spectateur. Il y a des tonnes de textes sur la psychologie des personnages, la symbolique biblique, la différence de narration avec le bouquin et la version de 1925. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, c'est des choses qui sont très lourdes. Bien sûr, quand on étend au texte anglais, les sources et les choses, les textes, les commentaires sont quasi infinis, mais sachez qu'il y a de la documentation si vous voulez rentrer plus dans le détail de la psychologie, des ressorts narratifs de la version de 59. Là, je fais rapidement un commentaire en fait de scènes qui m'ont plu, de personnages qui m'ont plu. Le Chic, j'ai pas vraiment aimé ce personnage. Pour moi, il était un peu trop bouffon. Il était peut-être un petit peu trop excessif par rapport aux autres jeux, par rapport à ce qu'on lui faisait faire aussi. C'est intempestif, envie de parler à certains moments, notamment à la course de char, moi me faisait un peu sortir de la narration et j'en veux un petit peu à ce personnage d'avoir un autre tempérament. Bien sûr, c'est un tempérament pour marquer une différence aussi culturelle, mais je n'ai pas apprécié ce personnage-là. J'ai beaucoup plus apprécié des moments plus intimes, notamment quand il y a Esther qui revient dans la maison déserte et qu'il y a Ben-Hur qui la voit comme ça se balader dans la maison vide. Quel moment! Alors là, vous allez pleurer. Si vous êtes un peu sensible, vous allez accepter vraiment pleinement le film de cette époque et cette femme Aya Hararit qui joue Esther avec ce visage tapi dans l'ombre et ces dialogues. Dans une longue prise, le réalisateur s'efface, laisse le plan s'exprimer. C'est vraiment le classicisme avec vraiment des magnifiques dialogues, mais comme ce que on peut avoir dans les 10 commandements ou le Cid, à un moment, elle lui sort une réplique. Il y a, je crois, Ben-Hur qui lui dit si tu n'étais pas fiancé, je te donnerais un baiser d'adieu. Elle lui répond
Si je n'étais pas fiancé, nous n'aurions pas besoin de nous dire adieu avec une montée musicale. Et là, c'est waouh, c'est merveilleux, vraiment, vraiment. Avec cette suite de gros plans, vraiment le gros plan de l'époque. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à ne plus considérer le grand plan parce qu'aujourd'hui, on le voit dans des configurations de petit écran. Quand vous voyez un gros plan à l'époque, il faut bien se dire que ces gros plans, vous ne pouviez que les voir à l'époque sur une toile immense. Donc il y a un côté très unique de voir tout d'un coup la star plus grande que nous. Aujourd'hui, c'est plutôt nous qui sommes beaucoup plus grands que la star. Donc on a un rapport d'échelle à la star, au gros plan, aux répliques, à la musique, à l'émotion qui est plus réduit. Vraiment, là pour les jeunes générations, c'est vraiment très différent. Mais à l'époque, vraiment, on ne pouvait recevoir en fait ces répliques comme ça sur nous que par le biais du cinéma. Donc cet enchaînement de gros plans et de répliques fortes en émotion font un effet de dingue en fait. Et on est à fond dans la séquence pour le coup. Il va tout d'un coup voir son intendant qui est en train de pleurer. Et il y a l'intendant qui lui dit « Nous fêterons ton retour dans la poussière et les toiles d'araignée ». Voilà, ça c'est de la réplique, quoi. Il y a des moments de silence aussi, parce que là je vous parle de dialogue, mais il y a des moments de silence qui sont très très judicieux. Moi j'aime beaucoup aussi les dialogues avec les Romains, qui sont aussi traités d'une façon humaine. Là où je vous parlais que les Romains étaient les méchants parce qu'ils sont joués par des Anglais, eh bien il y a le consul Arius, là, Arius Quintus, qui montre aussi que les Romains sont forts, généreux, raisonnés, raisonnables. Ce consul, je suis fan. Vraiment, cette célèbre phrase avec mon frère, c'est devenu culte. Retourne à ta place, 41. Alors ça, nous, on est complètement dingue de cette phrase, dans une espèce de force d'injonction forte qui est retrouvée bien sûr plus tard dans une série qui est mondialement connue, la série Le Prisonnier, puisque dans cette série on a les gens qui sont nommés en chiffres, qui ne sont plus nommés avec leur nom. C'est une série qui viendra un peu plus tard, mais voilà, on a déjà en fait une idée en fait de cette série quand on a ces répliques comme ça, retourne à ta place, 41. Et après sa défaite aux galères, eh bien il a une dette envers le héros, et du coup il va en faire son fils adoptif. Et le spectateur le suit dans sa décision de soutenir le personnage du consul. Donc le personnage principal va rester près du consul jusqu'à un moment où il va être rappelé par son passé. Le consul en parle directement à César pour essayer de régler la situation de son protégé, mais l'empereur ne veut rien entendre. Et il aura fait ce qu'il a pu pour son fils. Il en a fait son fils directement, et Bénur est super gêné parce que ce n'est pas sa patrie et il veut retrouver sa mère et son sœur, et c'est la volonté d'un homme qui est mis à rude épreuve pendant 3h30, c'est incroyable. Et là, pour le coup, j'ai pas les mots pour décrire en fait le tiraillement de ce personnage de Bénur qui tout du long est vraiment déchiré par la bonté de son ennemi et la cruauté de ce qui arrive aux gens de son peuple, et cela arrive en fait à une sorte de summum avec le personnage de Messala, qui ne veut pas de résolution, pas d'abolition. Il veut que la vieille blessure continue, vous voyez. Et en cela, il s'oppose en fait beaucoup à Bénur, jusqu'à justement le physique, l'esthétique, par les couleurs, mais aussi carrément par les yeux, parce qu'il y avait beaucoup trop d'acteurs aux yeux bleus dans le film, donc on lui avait demandé de porter des lentilles marron. Judas et Messala ne peuvent pas avoir les yeux de couleur semblable, donc Stephen Boyle fut contraint de porter des lentilles marron pour le rôle. Et il joue un homme aussi dans un sens tiraillé, un petit peu broyé par le système. Vous savez, de retour de Rome, il est devenu l'aigle qui sert l'Empire. C'est un général qui a écrit un livre, nous l'oublions pas, donc il sait très bien ce que c'est que d'être broyé par le système militaire, d'être obligé de prendre parti pour Rome. Et du fait de cet incident, eh
qui n'est pas le fait de sa famille, hein, eh bien c'est la tuile qui est faible parce qu'elle est créée avec du sable, eh bien lui il va exploiter l'incident pour montrer son pouvoir, pour montrer son autorité. Il ne fait pas de cadeau parce que c'est son ami d'enfance, et mieux, il fait souffrir la famille des Hur pour manifester sa position politique. Et c'est en cela peut-être qu'on peut faire un lien. Je n'irai pas dans cette voie-là parce que je suis peut-être un peu maladroit et je n'ai pas creusé la question. Et moi, dès qu'on parle de politique, je pense, pas super à l'aise. Mais je pense que vous pouvez creuser peut-être l'idée de guerre froide à l'intérieur du film, avec peut-être les Romains et l'URSS brutale, communiste parce qu'ils sont tout rouges, ou nazis avec le salut, osons le dire, et les Américains qui sont pour la liberté, juifs, voilà. Donc il y a, je pense, quelques pistes à travailler si vous voulez faire un petit document sur Ben-Hur. Mais oui, clairement, le film, tout comme j'avais vu dans l'excellente chaîne YouTube Le Cinéma et Politique, un essai sur la politique et les conflits politiques en Amérique avec Spartacus. Donc je pense que clairement, les péplums de cette époque-ci ont un discours politique. Après, il faut savoir lequel et par où on se place en fait. Si on se place du côté des communistes, des rouges, ou est-ce qu'on se place du côté des Américains, du libéralisme, du capitalisme, voire du fascisme. Il y a aussi autre chose qui a un petit peu secoué le film à l'époque, c'est l'homosexualité latente, souvent débattue. Je me rappelle encore de mon professeur à l'université, Michel Ciotta, un homme brillant et passionné qui disait que c'était une immense connerie. J'avais vu l'interview de Gore Vidal, donc le scénariste, engagé pour retravailler le scénario insuffisant de Carl Thunberg. Pour intensifier le conflit entre Ben-Hur et Messala et le porter à un niveau de tension encore supérieur, Vidal proposa à Wyler d'écrire une scène de leur retrouvaille au début du film, en insinuant une attirance sexuelle de la part du Romain envers son ami d'enfance. Si rien dans le dialogue ne vient évidemment corroborer cette insinuation, les regards insistants de Stephen Boyd et le jeu allusif avec les lances jetées contre la poutre reste un exemple mythique de ce qu'étaient capables de faire passer les auteurs d'Hollywood au nez et à la barbe de la censure. Le scénariste disait un truc fou. Willy était sourd d'une oreille et donc, quand il n'aimait pas trop les propositions, il tournait son oreille entendante pour ne pas entendre. Et au moment où Gore Vidal lui dit « querelle d'amoureux », Wyler tourna immédiatement l'autre oreille pour bien entendre la proposition, comme si les deux amis avaient entretenu une relation vaguement intime par le passé. Le Romain voulant peut-être la renouer, le Juif refusant et provoquant ainsi la colère disproportionnée de Messala, l'amant répudié. Wyler ne voulait pas, mais Gore lui persuada que s'il ne faisait pas ça, il aurait une scène gratuite et confuse. Il n'y a pas de phrase explicite, mais le scénariste a fait en sorte que le public sente qu'il y a des sentiments entre les deux qui sont implicites. Jésus, quant à lui, est une figure qui traverse le film. C'est le héros du début du récit, même s'il n'est jamais nommé, même si son visage n'est jamais montré, il est présent par son absence et son charisme est décrit sans être jamais vraiment montré plein pot. Le portrait du Christ est compliqué à faire, il ne parle pas dans le film, on ne voit pas son visage, on est témoin de l'impact qu'il a sur la vie des gens. Et la dernière rencontre avec Jésus, le retour de Ben-Hur vers lui, un simple regard qu'ils ont juste le temps d'échanger, un regard qui est littéralement un retour à la première rencontre suffit pour montrer le charisme du personnage. On en vient à créer une sorte de conflit, en tout cas d'opposition vis-à-vis du film entre la vedette, la star qu'est Charlton Heston, et le guide spirituel qui a une aura supérieure à la star, à l'acteur. Comme j'avais lu dans des articles, notamment des articles
français. Après sa victoire lors de la course, eh bien le héros est récompensé par Ponce Pilate qui fera de lui le Dieu vivant de son peuple. Or simultanément, il y a littéralement un authentique Dieu vivant, le Christ, qui gagne en popularité auprès de la population juive craint par les Romains. Et ce bref passage semble vouloir opposer la tentative romaine de mettre en avant un héros factice, sportif, pour contrer l'influence d'un guide spirituel sur l'opinion. Et bien sûr, ce procédé n'est pas sans évoquer un usage plus contemporain que fait le politique des personnalités populaires issues du monde sportif ou artistique. C'est encore le cas aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner des exemples, mais on a eu de magnifiques exemples avec le Covid-19. Alors je vous laisse avec cette question, peut-on imaginer que leur instrumentalisation contrerait aujourd'hui l'influence d'un leader d'opinion ? À la fin des années 50, les studios perdaient leur public au profit de la télévision. Ce film fut littéralement le film de sauvetage, un film biblique, comme il en cartonnait à l'époque. Les plus classiques étaient un petit peu moins vus au cinéma. L'enjeu de Ben-Hur était clair. Je crois que c'était le film avec d'ailleurs le plus d'enjeux de l'histoire du cinéma américain de cette époque, avec peut-être aussi de mémoire Cendrillon à l'époque pour Disney au début des années 50, c'était littéralement ça passe ou ça casse, quitte ou double. Ils mettèrent 15 millions de budget, le coup de poker du studio qui tenta le tout pour le tout, la MGM. Ce studio au lion rugissant faisait vraiment un film pour pouvoir sortir de leurs problèmes et donc faire bêtement, comme on pourrait penser aujourd'hui, assez facilement un remake pour des raisons financières. Mais c'est un remake qui est fait dans une tradition un peu à la Cécile B2000, une volonté de montrer sa production avec des figurants et des décors géants. C'était la plus grosse production d'époque, des milliers de figurants de costumes, d'armures, des tournages en veux-tu en voilà, 9 mois, notamment filmés au Studio Cinecittà à Rome, comme une autre production à l'époque qui avait fait parler d'elle, Quo Vadis, avec des décors hauts, un film bien sûr tourné en 65 mm, l'utilisation du 70 mm créait tout d'un coup un engouement et une grandeur auprès du spectateur qui ouvra des possibilités pour toute une génération de réalisateurs, car avec le 70 mm et de nouvelles caméras, les lentilles sont venues également venues pour donner des perspectives d'éclairer des scènes. Nous avions aussi le cinémascope, sorti avec le film La Tunique en 1953, tourné en Technicolor, avec aussi un système de 6 tracks stéréo, la qualité optimale, le film de toutes les technologies. C'était vraiment le film important de l'époque. Et bien sûr, ça va aussi avec des choix esthétiques, des choix aussi de rythme, de montage, mais aussi des choix du logo de la compagnie, la MGM, vous connaissez, c'est ce tigre qui rugit comme ça. Et au départ du film, ce cri de lion, la mascotte quand même du studio, n'avait pas été insérée. On a un lion plus calme, comme par hasard. Et pourquoi donc ? Eh bien parce que ce serait peut-être malvenu de mauvais ton avec la scène sacrée de la nativité. Il l'avait changé, il n'avait pas mis le cri du lion. Quand on fait des petits ajustements comme ça, c'est qu'on veut vraiment que le film soit parfait, qu'il n'y ait pas de fausses notes. Eh bien maintenant, il faut trouver quelqu'un qui ne fera pas de fausses notes en termes de réalisation. Et il y avait beaucoup de personnes dans les studios à l'époque qui disaient qu'il ne fallait qu'un juif pour faire un très bon film sur le Christ. C'est un film qui plairait quelle que soit la religion de la personne qui regardera le film. Donc Wyler, qui était quelqu'un qui prenait son temps, un perfectionniste, mais qui n'avait jamais réalisé de film antique, a fini par accepter la proposition après avoir un petit peu hésité. Mais bon, il sera payé $1 million. C'est juste fou. Le plus gros contrat jamais donné à un réalisateur pour l'époque.
nous avons eu 2 réalisateurs de seconde équipe qui ne sont absolument pas des branquignoles. Richard Tropes, qui a fait, je crois bien, Ivanhoe, qui a été en charge de la bataille navale, et Andrew Marton, le plus réputé pour les batailles de Cléopâtre et le jour le plus long pour la course de chars. Le chorégraphe virtuose des cascades des westerns de John Ford supervisait quant à lui les cascades du film. Pour le scénario, Gore Vidal retravaillait la première partie de l'histoire. Mais il va être remplacé par Christopher Fry, qui sera sur le plateau quasiment jusqu'à la fin pour veiller aux moindres détails. Et comme par hasard, ni l'un ni l'autre ne seront crédités au générique. Il y avait une réécriture du scénario pendant que Wyler tournait. Un gros travail sur les dialogues, mais finalement, après toutes ces modifications, c'est l'auteur du scénario de base qui fut retenu et qui fut crédité. Les dimanches, Wyler travaillait avec ses collaborateurs pour améliorer le scénario. Le tournage fut aussi compliqué à cause de la chaleur insoutenable à Rome en été, et en 1958, Zimbalist, qui était le producteur, avant même les premiers mois du tournage, il meurt d'une crise cardiaque par surmenage, parce que c'était quand même une sacrée production qu'il fallait assurer. Le tournage, qui dura des mois, dépassait les prédictions les plus pessimistes. Beaucoup de choses autour du tournage ont été évoquées. La difficulté pour moi était de rendre compte de tout. Il y a beaucoup d'écrits, bien sûr, anglo-saxons sur le film, beaucoup plus qu'en France. Je vous invite à avoir la curiosité d'aller chercher en fait toutes ces infos, mais on sentait que c'était vraiment le grand film de l'époque. L'épopée de production, pas autant bien sûr que la version de 25, mais c'était une épopée de production avec beaucoup de détails. Il en résulte un film qui, à mon sens, est assez académique dans son style, dans les échelles de plan, les fondus, les contrastes entre les scènes de foule et les scènes intimes, avec des fois des choses un petit peu branlantes, même si on veut montrer quelque chose de classique, avec un montage invisible, par moments il y a des raccords dans l'axe un peu mal foutus, des plans assez longs par moments, trop longs en fait, avec des coupes qui se veulent invisibles, mais des fois c'est pas totalement réussi. On sent que des fois il y a des morceaux qui manquent, il y a des coupes et des inserts qui se voient vachement pour gommer en fait les petits problèmes de tournage. Il y a bien sûr des plans iconiques absolument tout le temps, c'est plein de symboles. À un moment il y a les chevaux de baignure qui repasse devant Messala qui est à terre. On a un rapport complètement symbolique sur l'idée que la figure à terre de Messala est écrasée à nouveau. Il y a des croix qui sont par exemple un petit peu comme ils s'étaient amusés avec le premier Scarface de Howard Hawks. Ils ont mis des croix un petit peu partout. On a justement par le rapport d'images, de montage avec Messala, comme je le disais juste avant, le rapport de croix, mais aussi les non-dits et les hors-champs avec Jésus, beaucoup de choses qui viennent appuyer des thèmes par la mise en scène, par la composition d'images, par le décor, par l'enjeu de lumière. Et bien sûr, il y a aussi quelque chose qui est assez remarquable, ce sont les gros plans. Les gros plans qui travaillent également sur la distance en fait entre le décor qui semble un décor qu'on veut réaliste et tout d'un coup le gros plan qui vient réenchanter ce réalisme, notamment les gros plans sur Charlton Heston qui pour moi donne plus de fantaisie, tout d'un coup quelque chose qui est tellement iconique que ça en devient fantastique et presque divin, osons le dire, divin. Alors que les lieux ne ressemblent jamais à des lieux fantaisistes, tout en ne ressemblant jamais à des lieux purement réels. Cette différence est créée par les ombres creusées, quand c'est nécessaire, le travail des décors un peu obscurs, les lumières extérieures indistinguables des fois de lumières intérieures, le côté kitsch par moments, de la représentation, je devrais dire trop propre, c'est ça qui peut trahir un petit peu le décor. Et vis-à-vis par exemple de la lèpre, on dirait plus de l'acné. Personnellement, je n'ai jamais vu un lépreux face à face. Le maquillage est
un petit peu loupé. Mais je vais revenir sur ce décor parce que c'est quand même assez pharaonique le nombre de décors que nous avons dans le film. Et ce ne sont pas des petits décors. Il y en a certains qui ont demandé 1 an de travail avec des fontaines. La maison de Judas par exemple est en bois et après peinte pour que ça fasse pierre. Donc il y a un travail aussi sur la texture. Il y a aussi par exemple la porte de Joppa qui a nécessité énormément de métal et de plâtre. Il y a quelques plans avec le décor qui sont un peu carton, mais dans l'ensemble c'est vraiment un énorme travail pour nous montrer vraiment le film n'est pas avare de décor, n'est pas avare de spectaculaire par le décor. Et j'ai envie de dire que ce n'est même pas comparable avec ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr aujourd'hui on peut voir des vieux matte painting où on va dire aujourd'hui on aurait du numérique, faut dire ce qui est, mais c'est un film impressionnant d'avant l'ère numérique. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est aussi du bricolage. Les matte painting, on sent qu'on veut nous transporter dans une autre époque. Donc peindre un décor plutôt que le construire peut donner l'impression de grandeur, mais ça reste une technique qui est limitée dans ce film-là. On en a un petit peu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a absolument aucun matte painting dans le film. On en a, notamment pour le cirque Maximus. Mais ça reste une technique qui est limitée ici. Il y a eu de très bons exemples de matte painting. Moi je pense à un magnifique plan d'une cité dans un espèce de rêve qu'on a dans Le Roi des Rois. Vraiment un plan qui m'avait fasciné à l'époque. On a ici vraiment du dur. Voilà. Les décors s'enchaînent bien sûr avec les galères. Alors là, on crée des bateaux entièrement. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans la scène. Non seulement le film a l'air un petit peu... C'est là où le film a un petit peu vieilli, je trouve. C'est que on nous cloisonne pas mal la mise en scène vis-à-vis des plans sur les galères. Après, on sait très bien que les plans de galère ont eu des problèmes. Les scènes de galère dans Cléopâtre sont peut-être un petit peu mieux puisque il y a eu Bénur avant qui a posé tous les problèmes. Au départ, il voulait faire des galères suivant les plans d'un spécialiste historique, mais c'était beaucoup trop lourd à faire. Donc ça tenait pas l'eau, bien sûr, lors des essais en mer. Donc il fut installé dans une piscine de studio avec des câbles attachés à l'ancre pour assurer sa stabilité. Donc on sent déjà que on n'est pas dans l'eau en fait, on est dans une piscine. S'il y avait du mouvement, ce serait sur rail. Vous voyez, on crée l'artificiel de l'eau, donc on le sent en fait qu'il y a quelque chose qui échappe au réel dès qu'on est en mer, en Méditerranée. Bien sûr, l'eau n'avait pas la couleur de la Méditerranée. Un chimiste est venu pour régler le problème. Cependant, les composants chimiques qu'il utilisa créèrent une croûte sur la surface de l'eau qu'il fallut arracher à grands frais des flancs du navire. Donc vous voyez tous les problèmes. C'est compliqué. Donc c'était compliqué aussi de bouger à l'intérieur du navire puisque les caméras de 65 mm, elles pouvaient pas vraiment être manipulées à bord. La galère fut enlevée de la piscine, coupée en deux et placée sur un bateau pour le tournage des scènes intérieures. C'est un véritable calvaire en fait, ce système-là de piscine. Donc ça a servi, tous ces petits problèmes servir d'exemple et de choses à se souvenir quand il y avait d'autres moments de galère. De toute façon, tous les réalisateurs disent que tourner sur l'eau, c'est l'enfer sur Terre, que ce soit les scènes de galère, aussi bien à l'époque de 1925 qu'avec Bénur, Cléopâtre, Waterworld, dans un sens, je vous avais fait une critique de Waterworld qui énumérait d'une façon dramatique tous les problèmes que crée le tournage en mer. Mais ils enchaînèrent avec un autre tournage compliqué, la course de chars, le must du grand spectacle de l'époque, qui dure plus de 10 minutes, une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma américain. Un entraînement à cheval était du coup nécessaire pour Heston et pour Boyd, qui étaient vraiment sur les chars à l'époque. Je vous invite à lire les commentaires, les analyses de ces scènes-là, à écouter également le commentaire audio de cet homme, Heston, qui était super intéressant. Il y avait beaucoup de choses qui ont été dites sur cette scène-là. De ce que j'ai lu, il n'y avait pas vraiment des choses écrites au scénario de précis. Il fallait tout inventer. Donc il y avait 2 réalisateurs, Yakima Canut et aussi Andrew Marton, qui étaient venus pour diriger cette scène
L'un était spécialiste, je crois, des cascades et l'autre plus d'une réalisation globale. Ils rédigèrent un découpage en 38 pages, 33 dessins pour écrire les chocs et les cascades. Il y avait des mois de préparation, 5 semaines de tournage étendu sur 3 mois, avec le cirque qui était construit à Cinecittà, 82 chevaux, 6000 figurants, 400 km de tubes métalliques, 500 tonnes de plâtre, 40 000 tonnes de sable de Méditerranée pour les circuits, notamment aussi les circuits d'entraînement, parce qu'il fallait entraîner tout ce beau monde. Il y avait quand même 18 chars de construits, 9 pour l'entraînement et 9 pour le tournage. Et chaque char faisait environ 400 kilos. Donc on est vraiment sur une production et une préparation qui est monumentale. Le décor en lui-même, gigantesque, colossal, l'un des plus grands décors jamais construits. Il y avait une piste aussi similaire pour faire les essais. Il fallait qu'elle soit exactement la même parce que les gars allaient s'entraîner à faire des virages et à prendre de la vitesse sur des espaces, sur des distances, qui devaient être après millimétrés, parce qu'après quand on tournait ensemble à 9 chars, il fallait pas se tromper, parce qu'après il pouvait y avoir des vrais problèmes, et bien sûr il y avait des répétitions avec les chevaux bien entendu. Il y avait vraiment un travail en fait sur la répétition, on refaisait la même scène littéralement. Et tout cela bien sûr, Andrew Marton et Yakima Canut, eux, ils regardaient les problèmes lors de l'entraînement, et l'un des premiers problèmes, c'était la composition du sol des pistes de l'époque, tendre pour les chevaux, mais aussi assez résistante pour les passages répétés des chars, et donc les ingénieurs décidèrent de poser une première couche de pierre concassée recouverte de lave, puis de pierre jaune pilée. Et la surface ne pouvait durer qu'une seule journée, ralentissant tellement les chevaux que la couche de pierre jaune devait être enlevée. Donc déjà un travail d'expert sur les textures du sol. Les conducteurs de chars répétèrent dès le mois de février, tandis que le décor s'est construit en janvier 1958 pour un tournage en mai-juin à peu près. Donc vraiment une énorme préparation. Heston et Boyd se sont entraînés avec les équipes. Heston est devenu assez fort pour conduire son char. Ça aura facilité le tournage, des plans plus rapprochés en pleine action. L'entraînement pour Boyd était un peu plus compliqué, il se blesse beaucoup. Le tournage était régulièrement suspendu pour lui permettre de régénérer ses mains. Il était aussi très secoué par la scène où son personnage est traîné par terre par les chevaux. Et malgré des protections disposées un petit peu partout, il ressort couvert de bleu et de contusions. On commença à faire un premier tournage, avec la doublure, bien sûr. Marton filma une première fois pour montrer à l'acteur, au réalisateur, au producteur à quoi ça ressemblait. Pour rassurer aussi les investisseurs, ceux qui mettaient beaucoup de pognon pour que ça ait de la gueule tout simplement. Les chevaux allaient plus vite que les voitures. Et la distance focale d'environ 15 mètres était difficile à tenir, et Marton avait très peu de temps pour réaliser ses plans, avant que la focale ne soit plus la bonne. Donc il y avait vraiment, avec ses entraînements, une expertise dans la façon de filmer la scène qui se prépara avant de faire le véritable tournage. Et il y a eu aussi la destruction d'une des très très rares caméras 65 mm pendant ce tournage au Cirque Maxime. Ces caméras coûtaient $100 000 à l'époque, ce n'était pas donné. Pour les séquences dangereuses, Charlton Heston ne fut pas autorisé à effectuer lui-même les cascades par les assurances. Le moulage souple de son visage fut appliqué sur les traits du cascadeur Joe Canut, donc le fils du superviseur des cascades Yakima Canut, afin de parfaire l'illusion que l'acteur conduisait lui-même l'ensemble. Tout ce que les acteurs semblent faire dans le film, ils l'accomplissent réellement, doublés uniquement à l'occasion de cascades vraiment dangereuses, dont l'une est restée célèbre dans la séquence, c'est l'accident. C'est le plan où on a le char qui passe au-dessus d'un autre char. Joe Canut, donc le fils du superviseur des cascades, doublure de Heston, est projeté par-dessus son char, la tête la première, après avoir percuté l'obstacle. Cela n'était pas du tout prévu, mais Marton trouvait ça tellement spectaculaire qu'il fit modifier la scène pour l'inclure et fit un plan rapproché de Heston où on le voit remonter sur son char. Les problèmes des chocs entre les chars et des voitures qu'il filme allongent donc le temps de récupération
et de réparation. La chaleur du mois de juin interdisait de faire courser les chevaux plus de 7 à 8 fois par jour, ce qui réduit nettement le tournage et les minutes de film utilisables par jour. La séquence de course de chars fut bien sûr la plus longue, la plus coûteuse du tournage tout entier, pour une durée de 10 minutes, un coût de, ce que j'avais lu, $1 million. Wyler avait le droit de regard pour les scènes qu'il ne dirigeait pas lui-même, stipulé dans son contrat. Si cela ne lui convenait pas, il pouvait demander à refaire tout, voire même venir lui-même tourner une partie. Le premier tournage prêt, Andrew Marton, anxieux, demanda à ce que Wyler le voie. Peu de temps après, le producteur lui téléphonait chez lui. « J'ai fait projeter la scène à Willis ce matin. » Et Marton lui demande « Alors, qu'a-t-il dit ?» Il lui a répondu que c'est l'un des plus grands moments de cinéma qu'il ait jamais vu. La course est réellement incroyable. On a l'impression de temps réel. Je pense notamment aussi que l'artifice de la musique est enlevé pour nous renforcer cette sensation. Beaucoup de stars sont allées sur le tournage pour visiter cet événement incroyable, un petit peu comme dans la version de 1925. Cette idée de grand spectacle, de grands moments sportifs, et malgré tout le soin apporté à la séquence, on peut apercevoir les traces de pneus des véhicules ayant servi pour la prise de vue, normal pour l'époque, on le voyait aussi dans le film Le Cid, mais ce sont des cascades et des meurtres dans la course qui sont ingénieusement fabriqués avec des mannequins bien sûr très bien placés, les cuts de montage au bon moment, chronométrés, tout cela passe, c'est merveilleux. Je trouve que cette séquence, elle est un petit peu matrice. J'entends par là que c'est une séquence qui a vraiment beaucoup fasciné, c'est une séquence qui montre comment on filme aussi la vitesse, et c'est une séquence au final qui est influente parce que quand on voit que ce qu'a créé George Lucas avec la course de pod dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme, on voit clairement que jusqu'à même aujourd'hui, cette séquence de chars, bien plus que la version de 25, a continué à influencer les gens, continue à fasciner. Et c'est là aussi, je pense, la marque d'un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qui marque, c'est donc un chef-d'œuvre qui influence d'autres réalisateurs. Le film est plutôt violent, il est même plutôt gore. Il y a des choses qui sont très gore, avec il y a un mec qui a une main en moins quand même, et Messala qui se fait rouler dessus. Je crois que ça c'est quelque chose qui m'a énormément marqué la première fois que je l'ai vu. Je me souviendrai toujours de ce dialogue entre Ben-Hur et Messala après la course. On voit Ben-Hur arriver et Messala qui est en sang, mais qui a le visage complètement couvert de blessures. Et cette image, elle m'a marqué. Ça, c'est vraiment une image qui m'a beaucoup marqué, cette image de tête ensanglantée et cette relation presque d'amour et de respect entre les deux avant que l'autre ne meure. Enfin, il me semble qu'il mourait. Dans mes souvenirs, c'était vraiment quelque chose d'assez dramatique, d'assez tragique entre ces deux personnes. Ça, c'est vrai que ce gore, alors que le film généralement est tout à fait acceptable, mais ce moment gore en fait prend un peu le pas sur tout, et la mère et la sœur lépreuse aussi, il y a un côté choquant vraiment quand on est petit. Bien sûr, maintenant le maquillage se voit, mais à l'époque, moi, ça m'avait vraiment choqué. Ils l'ont gardé dans un film quand même, qui a de la prestance, dans sa narration, qui prend son temps également, et qui prend son temps à tel point que quand même la première durée de film faisait 4h30. Ils ont quand même enlevé 1 heure, et les choix les plus cruciaux du montage sont intervenus lors de la scène avec Jésus-Christ, bien entendu. C'est un film qui prend son temps aussi pour nous faire écouter, notamment la musique. La musique de Miklos Rozsa, l'une des plus grandes et des plus longues musiques de films enregistrées à l'époque, avec un orchestre d'une centaine de personnes. La plupart du temps, on coupe les musiques pour qu'elles correspondent à la scène. Mais ici, il est arrivé qu'on arrange la scène pour qu'elle corresponde à la musique. On en est là. Le respect en fait que j'ai pour cette musique, la puissance qu'elle évoque, elle est sans pareil. Je veux dire, Miklos Rozsa, c'est le père
spirituel, voire même le père littéral, vraiment, en termes d'influence, d'éducation à la musique, de noms, mais qui sont gigantesques dans l'histoire de la musique de spectacle. Basile Polidoris est clairement influencé par Miklos Rozsa quand il fait notamment Conan le Barbare, Maurice Jarre également, et Jerry Goldsmith. Alors lui, il est très très clairement influencé par Miklos Rozsa. Alors là, vous écoutez, ça vous saute aux yeux en fait. Et vraiment, ça c'est encore une fois la marque d'un chef-d'œuvre. C'est une influence totale en fait, sur tous les aspects en fait de sa production, notamment de la musique. C'est un film qui influence et je crois que c'est un petit peu... C'est un film qui en avance sur tout en fait. Quand on entend par exemple Star Wars pour la première fois avec voilà, dans cette galaxie très très lointaine, et après on a tin, ta, 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 et hop, et la musique elle commence vraiment sur une puissance musicale, vraiment quelque chose de très très fort qui vient nous prendre en fait. Et bien littéralement ici c'est déjà 20 ans avant, c'est déjà ça en fait, puisqu'on a cette intro plom plom plom. Je ne peux pas vous mettre la musique parce que c'est sous copyright, mais la musique, on commence vraiment dès les premières notes, on sait tout de suite, et c'est ça qui... Moi je suis marqué, vraiment, je suis marqué au fer rouge, je dirais même presque plus, en fait, il y a une nostalgie qui est plus forte pour moi quand j'entends ces premières notes, que pour Star Wars en fait, vraiment, parce que tout d'un coup tout Ben Hur est résumé dans ces premières notes, l'épique, la puissance, l'épique péplum en fait m'est évoqué dans ces premières notes. Il y a un côté vraiment, ça m'a marqué le spectateur. Et imaginez au cinéma ça, vous savez, en fait c'est encore une fois, c'est comme là, je parle sur le coup de l'émotion. Là, je peux vous dire que j'ai besoin d'avoir un mouchoir après ces quelques dires. Mais vous savez, c'est comme David Lean. C'est comme David Lean et Laurence d'Arabie. Dans Laurence d'Arabie, on a un fond noir. On a ces quelques notes de percussion. Et tout d'un coup, on a cette musique incroyable de Maurice Jarre sur qu'on nous allons réentendre plus tard, bien sûr, à un moment clé. Mais on a déjà ce thème de Laurence d'Arabie qui est incroyable. Les thèmes des ouvertures, voilà. Ce que Star Wars est dans un sens aussi un peu une ouverture, mais il n'a rien inventé en fait. Il n'a que réactivé en fait le sens de l'épique qu'avaient des productions 20 ans avant. Ben Hur, Laurence d'Arabie, moi ce sont des exemples qui me sont vraiment en termes musical assez chers. J'ai redécouvert vraiment Laurence d'Arabie, je ne l'avais vu qu'une seule fois, et il y a quelques années, je l'ai vu d'ailleurs avec un très bon abonné, il y a les bons abonnés et les mauvais abonnés. Mais avec un abonné que j'aime beaucoup, Luc Aubry, on est allé voir le film de David Lean, Laurence d'Arabie, dans une séance de cinéma, et c'était, on s'approchait, je pense, de la sensation de l'époque, un film vraiment incroyable, et cette musique qui vient nous prendre dès le départ, et le Ben Hur, c'est littéralement ça, vraiment, la musique pendant toute la retrouvaille avec Messala, dès qu'il y a une confrontation d'idées, la musique disparaît pour nous laisser entendre l'émotion du dialogue. Le dialogue est en lui-même une musique, notamment dans la traduction française, qui est vraiment une très très bonne traduction. Et il n'y a bien sûr pas de musique lorsque on a la course de char pour nous faire vraiment ressentir le moment. Et je me rappelle d'une réflexion que ma prof d'analyse m'avait faite vis-à-vis d'une autre scène que j'avais analysée, qui n'a rien à voir du tout... Enfin, je dis ça, elle a quand même à voir un petit peu avec le péplum, puisque c'est la scène de confrontation entre Batman et Bane, où on a littéralement un colisée qui nous est représenté dans la confrontation entre les deux personnages. Et moi, j'avais mis en avant, en fait, que si la musique avait été présente, eh bien ça nous orienterait beaucoup plus l'épique, et ça nous orienterait beaucoup plus on va dire la détermination de la scène, le destin de la scène. Et elle m'avait dit qu'elle était totalement d'accord avec cette idée que quand on n'a pas la musique, eh bien le destin du personnage est incertain, et notamment quand on a la musique, eh bien le bruit en fait créé par la foule, les chars, les chevaux et tout ça est amoindri. Donc ici on veut montrer en fait le travail sonore
sonore qui a été fait dans la course de chars et c'est vraiment littéralement épique. Le film sorta avec une promotion absolument spectaculaire. On n'avait jamais vu ça. Il y a eu des millions pour le marketing, presque autant que pour le film. Et je vous parlais de doublage il y a juste un instant. Eh bien, il y a eu un travail de doublage en français d'une qualité exceptionnelle, notamment sur la voix de Charlton Heston, un doublage français de l'acteur par Jean-Claude Michel qui poussa Charlton Heston à lui écrire une lettre élogieuse lors de la première parisienne, qui eut lieu en sa présence le 6 octobre 1960 au Gaumont Palace. En voici un extrait que nous pouvons retrouver sur le web. « J'ai toujours été opposé aux versions doublées des films. Un acteur est naturellement très sensible de voir son propre travail réinterprété par un autre acteur, et presque impossible à satisfaire. Pourtant, ce que vous avez accompli dans le rôle de Judas Ben-Hur m'a satisfait énormément. Cela a dû être d'une difficulté presque incroyable de rendre avec une telle précision l'interprétation et l'ambiance émotionnelle que j'ai créée en anglais. Plus loin, si les Français aiment ce que j'ai fait dans ce film, c'est vous que je dois remercier. Je souhaite vous en exprimer toute ma reconnaissance. Très sincèrement, Charlton Heston. » Ce fut bien sûr un immense succès à sa sortie. 11 Oscars en 1960. Meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur réalisateur, meilleure direction artistique, meilleure photographie, meilleur costume, meilleurs effets visuels, meilleur montage, meilleure musique et meilleur mixage. Un film qui fut jamais égalé jusqu'à récemment avec Titanic, bien sûr Titanic qui est lui aussi une sorte de chef-d'œuvre concluant en fait une centaine d'années de cinéma, et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi qui est quand même un film qui ouvre les années 2000 d'une façon grandiose. En fait, on revient en fait à un grand film de cinéma. Ces deux films, je trouve, méritent totalement les 11 Oscars pour se ranger du côté de Ben-Hur vraiment qui évita tout simplement la faillite à la MGM, et qui en même temps, eh bien, arrivé à l'époque où la théorie des auteurs est arrivée. Ça a fait mal à la réception du film. Il y a pas mal de critiques américains et français qui, par le biais de cette théorie, n'ont considéré William Wyler que comme un faiseur commercial, plutôt qu'un artiste sérieux. Toujours cette différence entre le réalisateur dont le travail se voit et le faiseur qui est là pour rendre compte d'une histoire. On n'est jamais vraiment sorti de cette dynamique aujourd'hui en termes critiques. Pendant la décennie suivante, allait se succéder un nombre important de grands projets antiques, de films épiques, alors même que le système des studios brillait de ses derniers feux. Le projet qui acheva Hollywood était bien sûr Cléopâtre. Ce fut le film le plus cher en 1959, ce fut aussi l'un des plus longs, 3h30, un de ces films qui fut une réponse d'Hollywood à la télévision. Je n'ai pas forcément parlé de tout ce qui s'est passé dans la production. C'est extrêmement dense, l'histoire est lourde, palpitante, beaucoup d'articles en anglais en parlent. Ce n'est pas notre histoire de cinéma, à nous Français, c'est plutôt l'histoire du cinéma américain. Et nous avons, je pense, une portion en fait de ce film-là dans la réception, en fait, dans ce qu'il symbolise, en fait. Surtout faut dire ce qui est, en France, on n'est pas super croyant. On a tellement des gens de tout horizon que finalement l'impact religieux, divin du Christ nous est un petit peu étranger. C'est ce que je ressens. Donc il y a une partie de l'histoire qui ne nous appartient pas, littéralement. La critique ne peut pas être aussi monumentale que je le souhaiterais, mais je peux essayer de compléter l'approche du film dans ce podcast avec des analyses de séquences qui, à mon avis, arriveront pas tout de suite, mais ça arrivera. Je suis en train de les écrire, de les terminer à l'écriture, donc après il y a toute la phase de réalisation de la vidéo, mais on n'a jamais fait le tour de l'épique dans cette œuvre. Il y a beaucoup de détails assez précis dans les écrits anglo-saxons que j'ai passés sous le silence, notamment la représentation du Christ, la représentation du divin, la représentation du personnage aussi dans son décor. Il y a des choses très précises, hein. Mais avec ce film, je veux me rendre compte aussi qu'il est un peu vain pour moi de vous rendre compte de tout ce qui s'est passé dans le film. Donc c'est une espèce de conclusion où je mets en valeur que je ne sais rien. Voilà. Que je ne sais rien et que je ne m'approcherai jamais, je ne pourrai jamais m'approcher
jamais aussi profondément de l'œuvre que je le souhaiterais, surtout sur des œuvres qui me touchent émotionnellement. Dans le livret sur le DVD collector de Ben-Hur, Clea Cohen, pour les cahiers du cinéma, rajoute ceci. Entre des décors grandioses reconstituant la Rome antique ou l'ancienne Judée et une histoire traversée d'un fil rouge biblique, le film de Wyler retrace la trajectoire d'un homme obsédé par la vengeance, torturé par des conflits intérieurs. Ben-Hur est une fresque intime. C'est un petit peu ridicule pour moi de donner une note. Je pourrais donner 20 sur 20, c'est un peu... Mais je pense que je vais lui retirer un point pour cela parce que il y a des passages qui ont un petit peu vieilli, il y a des passages qui font un petit peu toc, il y a des passages aussi où on sent le grand studio et où l'impression d'être dans la scène s'efface un petit peu, mais je suis tout à fait conscient que c'est un passage, c'est une réception qui est faite par quelqu'un qui est né en 1989 et qui a vécu avec un cinéma des effets spéciaux numériques et qui a vécu aussi avec un cinéma de la caméra portée. Là où la fixité de la mise en scène Ben-Hur peut me sortir un petit peu de l'ambiance du film. Donc je lui mettrai un 19 sur 20, mais je suis tout à fait conscient en fait de ce que je reproche est tout à fait, sujet à reprise en quelque sorte. Je sais tout à fait que c'est un point faible qui est vraiment extrêmement mineur, mais je lui mets un 19 sur 20. Pour moi, c'est un film vraiment qui respire ces années de production, qui respire aussi a posteriori tous les problèmes en fait qu'il soulève tout simplement en termes de réception aujourd'hui, mais c'est un film qui a une énorme puissance, c'est un film qui est plein de vie, plein de désir de vivre. Ce sont des gens poussés par les émotions fortes du passé, faits par des gens très talentueux. Ça reste une des plus grandes réussites des studios hollywoodiens, c'est-à-dire c'est quand même issu de l'esprit d'un homme de guerre mort il y a plus de 100 ans. Un film qui conserve pourtant une force dramatique qui est colossale, sa majesté et sa splendeur continue à séduire des générations de spectateurs, ça c'est évident. C'est un délice pour les yeux, de par le Technicolor de chaque instant. C'est magnifiquement bien interprété, c'est émouvant et divertissant. Ben-Hur a des qualités de vraiment de grands chefs-d'œuvre, un film fou d'ambition et d'humanisme que je vous invite vraiment à découvrir. Cette version-là, c'est vraiment un film de patrimoine, un film qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Ça, c'est... Alors, si je devais vous... Voilà, si vous des fois, vous me demandez quels seraient tes films préférés, ton top 10 et des choses comme ça, là, je peux vous assurer que Ben-Hur, il est dedans. Si je devais faire 50 films que je veux me souvenir, si je devais enlever tous les films que j'ai dans ma tête mais que je devais en garder 50, et je pense que je ferai un moment cette liste de 50, j'y réfléchis, il y a quelque temps j'y réfléchis un petit peu, il y aurait Ben-Hur dedans, ça c'est évident en fait. Ben-Hur c'est un film phare en fait, c'est un film phare dans la nuit. Je vais arrêter les superlatifs parce que c'est un petit peu ridicule, mais vraiment je vous remercie déjà d'avoir vu le film, d'avoir suivi en fait mes dires dans ce podcast. Je vous remercie vraiment pour votre soutien, pour vos messages. Voilà, ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur le web en parlant de films. Alors, ça avance pas beaucoup, je n'ai pas vraiment fait évoluer ma forme, mais ça fait 10 ans que je me pose quelques questions, que je questionne mon ressenti aussi. Pour les 10 ans, voilà, je vous livre un de mes films phares, Ben-Hur de 1959 de William Wyler avec Charlton Heston. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, on n'a pas terminé parce qu'il y a encore des choses à dire sur Ben-Hur, puisqu'il y a eu encore 2 longs métrages qui sont sortis après ce film de 59. Donc voilà, le programme pour la suite. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!